Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette première conf en salle BLM pour ce premier jour de DevFest. J'espère que vous avez apprécié la keynote de tout à l'heure sur les mouvements de foule. Je ne pense pas que là ce soit un mouvement foule, mais c'est plutôt un super titre qui a dû vous attirer ici. Alors attachez vos ceintures parce qu'aujourd'hui c'est Iliona Marie et Manon qui vont nous embarquer dans une aventure hors du commun. Elles vont nous expliquer comment elles ont pimpé la mythique 4L de Papy pour explorer Mars, enfin presque Mars. Leur défi, libérer la charge mentale des pilotes sur un terrain déstructuré en aidant à la navigation grâce à de l'IA embarquée et une multitude de capteurs. Elles ont même poussé l'expérience encore plus loin. Sorties de leur laboratoire, elles ont été sur un terrain réel en équipant donc une bonne vieille 4L. Donc un mélange de technologie, d'optimisation énergétique et d'aventure. Planète rouge ou presque, elles sont prêtes. Un tonnerre d'applaudissements pour Iliona, Marie et Manon. Bonjour à tous. Alors avant de commencer, je vais faire un petit sondage. Franchement, soyez pas timides, j'interroge personne et je mange personne. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le 4L Trophy? Ok. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Ah, super. Alors pour ceux qui connaissent pas, le 4L Trophy, ça fait 27 ans que ça existe. C'est une course d'orientation dans le désert au Maroc. Donc grosso modo, l'idée, ça va être de partir de Biarritz, de traverser toute l'Espagne en 4L, de prendre le bateau à Gibraltar jusqu'à Tanger, et d'arriver au Maroc, où là-bas, on va réaliser un certain nombre d'actions d'orientation, enfin de parcours d'orientation, et des actions humanitaires. Donc là, vous allez me dire, pourquoi est-ce que je vous raconte ça aujourd'hui au DevFest? Eh bien, si je vous dis qu'on s'est lancé le défi de mettre de l'IA dans une 4L et de partir avec dans le désert, eh bien, c'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui. Donc, je m'appelle Ilona Marie Lemaire-Lefebvre, je suis ingénieure IA embarquée chez Thales et je travaille avec Manon. Et oui, moi, Manon Briard, ingénieure data chez Thales. Et si vous regardez votre programme, je ne suis pas Mélissa, je la remplace et elle est ingénieure dev embarquée. Voilà. Donc avec Manon, on fait partie de la cellule IA de Bordeaux. Et dans cette cellule, on a justement Mélissa, en 2022, qui était stagiaire chez nous, qui a participé au 4L Trophy à titre personnel. Donc elle y va, et puis elle revient travailler avec nous, et puis elle nous raconte. Elle nous dit, oh là là, là-bas, on s'est pris des tempêtes de sable, on voyait rien du tout, c'était compliqué. Là-bas, il y a des chameaux dromadaires qui traversent la route comme ça. Il y a des 4L qui se sont perdus, et puis surtout, il y a beaucoup de 4L qui tombent en panne. Et nous, on est des super collègues, vu que ça fait un peu plus de 4 ans qu'on travaille sur les sujets d'IA en embarqué, de traitement d'images, de capteurs, etc. On lui dit, si tu veux, on te fait une 4L qui détecte les chameaux qui traversent. Et puis on se regarde, et puis on se dit, en fait, c'est pas bête, parce que si on analyse un petit peu cet environnement désertique qu'on retrouve au 4L Trophy, on se rend compte qu'il est présent au 4L Trophy, mais pas que, qu'il est présent au Maroc, mais pas que. Et donc, du coup, on a basé notre étude sur 3 critères environnementaux, qui sont... Hop là. Donc, d'abord des environnements déstructurés, endommagés, sableux, rocheux, comme le désert sur Terre, mais ça peut être aussi la Lune, ça peut être Mars, ou simplement une route qui est assez endommagée. On a aussi une météo contraignante, donc des tempêtes de sable, des températures hyper variables, du positif, du négatif, etc. Et on a aussi une connectivité limitée. Donc ça peut être pas du tout de réseau au fin fond de la montagne, ça peut être, par exemple, en opération militaire, on a des signaux brouillés, ou ça peut être aussi quand on est en sortie, sur une autre planète, il n'y a pas de signal du tout sur une autre planète. Et donc face à ça, quand on est pilote, on va avoir 3 problématiques qui vont nous intéresser. Ça va être donc libérer notre charge mentale pour se concentrer que sur l'essentiel, et donc essayer de voir si on ne peut pas libérer des actions manuelles pour que vraiment on se concentre que sur notre conduite. Ça va être aussi anticiper la maintenance et les pannes de notre système, de notre véhicule, pour ne pas tomber en panne quand il ne faut pas. Parce que si par exemple, un véhicule militaire il tombe en panne au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est un petit peu dommage. Et puis, ça va être aussi améliorer notre prise de décision et essayer d'avoir une meilleure connaissance de l'environnement dans lequel on transite. Donc, ce genre de problématiques et de besoins qu'on va vouloir résoudre, ça peut marcher donc pour un véhicule, que ce soit un véhicule civil ou militaire, mais ça peut marcher aussi pour de l'avion, pour du drone, pour du rover martien ou tout ce genre de choses.
Donc c'est un petit peu ce qu'on a essayé de voir si on pouvait travailler sur ces différents domaines-là. Et donc nous, on a donc essayé de traiter plein de concepts différents pour résoudre ces problématiques. Donc déjà, c'est si on veut embarquer de l'IA dans ces systèmes embarqués contraints, il va falloir regarder comment on peut veiller à l'embarquabilité des algorithmes. Ça va être aussi comment on est capable de traiter des données de capteurs, donc de sources capteurs vraiment très multiples. C'est des données hétérogènes qui arrivent en masse, qu'il faut traiter en temps réel. Et il faut quand même derrière vérifier un petit peu notre consommation énergétique et être le plus frugal possible. Également, ce qu'il faut, c'est toujours garder en tête que ce qu'on veut, c'est proposer des fonctions qui réduisent la charge cognitive du pilote et également proposer un système qui puisse s'intégrer un peu n'importe où, c'est-à-dire qui peut s'intégrer dans des véhicules qui n'ont pas forcément d'électronique au préalable ou pour que le système puisse s'intégrer un peu partout sans qu'on ait besoin d'être déjà préparé. Ça permet un petit peu de se dire, au lieu de devoir produire une nouvelle flotte hyper high-tech, on peut upgrader les anciennes et faire des économies à tout niveau. Et pour finir, on s'est dit, ouais, ce serait bien quand même que nous aussi, on propose quelque chose qui soit un petit peu plus mature, qu'on sorte un peu de notre laboratoire, qu'on monte en TRL et qu'on produise un prototype qu'on puisse aller tester sur le terrain en conditions significatives. Bon, moi, j'ai pas de blindé militaire dans mon garage et j'ai pas de ticket pour aller sur la Lune. Donc c'est à ce moment-là qu'on se dit, au final, la 4L, c'est quand même pas trop mal parce que c'est un démonstrateur qui est quand même un peu plus accessible. Et puis, si on part du postulat qu'on peut embarquer du très neuf sur du très vieux, on peut embarquer du très neuf un peu partout. Et puis ça tombe bien parce que la 4L aussi, elle part dans le désert. Donc, voilà, donc on a construit tout ça et donc littéralement, qu'est-ce qu'on a fait sur la 4L ? Littéralement, on a tuné la 4L, on l'a pimpé au possible, on a mis plein de capteurs, plein d'IA, notamment on a mis des caméras pour numériser le terrain, on a mis de la commande vocale à bord offline, on a mis un système de navigation sans GPS, et aussi... ça, il me manque un. Oui, on a voulu monitorer le moteur et la voiture pour savoir si elle allait bien aussi, donc avec des capteurs de vibration et de température. Bref, on a fait tous nos boîtiers, les algos, etc. On a tout embarqué et puis on est parti. Donc pour ça, on a participé à des raids automobiles en Renault 4L, donc c'est des raids encadrés. Le premier, c'est le raid SDO Terre d'Aventure Aveyron, donc c'était dans le Larzac. Je vous l'accorde, c'est pas le désert, mais il y a quand même, pour commencer, des bonnes routes assez compliquées. Donc ce premier raid, c'est un petit raid, on va dire. On fait environ 500 km sur une semaine. Avec des routes un petit peu endommagées, il y a des petites côtes, il y a plein de choses intéressantes. Et du coup, pour nous, ce premier raid, c'était, on va dire, le raid pour se roder, pour voir comment évoluent nos algos, nos capteurs, est-ce que ça fonctionne, est-ce que les boîtiers résistent, pour pouvoir ensuite avoir ce retour d'expérience, adapter nos algos, nos boîtiers, tout réajuster et se préparer à notre expérimentation finale, j'ai nommé le 4L Trophy. Où là, du coup, le 4L Trophy, c'est pas pareil, là, c'est 6000 km sur 10 jours. En plus, c'est même 15 jours parce qu'ils ne comptent pas forcément le retour entre Marrakech et Bordeaux. Donc c'est assez costaud. Là-bas, on a des bacs de sable, on a de la piste, on a du hors-piste pour les plus courageux. On était un peu courageux quand même. On a des grosses côtes, on a des grosses chaleurs, on a il fait 0 le matin aussi, il fait un petit peu froid. Donc bref, des conditions assez extrêmes. Et on s'est dit, franchement, ça réunit pas mal de choses pour se dire qu'on va tester notre prototype dans des conditions assez poussées. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? Je vais laisser un petit peu Manon expliquer ces différentes fonctionnalités un peu plus en détail. Merci Ilona. Alors du coup, quand on parle de tuning de 4L, on va en particulier se focaliser sur 4 fonctionnalités qui ont été implémentées sur les voitures, parce qu'il y avait 2 4L. Ces fonctionnalités se répartissent dans 2 catégories, celles qui aident à la navigation et celles qui aident au pilotage. Et la première qu'on va voir ensemble, c'est la transcription de la parole offline. Donc, il faut imaginer, quand vous manœuvrez votre rover sur Mars, votre 4L dans le désert ou même votre propre véhicule sur une route de montagne accidentée, on est d'accord que votre cerveau, vos yeux, vos mains sont tout entières dédiées à l'objectif, à savoir rester en vie. Et donc, du coup, on s'est dit, et Ilona a parlé de charge cognitive et mentale des pilotes, qu'il était important de pouvoir capter un journal de bord, des avis, des impressions, des remarques, des idées, tout en conservant la concentration maximale du pilote à sa tâche.
Donc ça, c'est le postulat. Seulement, pour celui qui a déjà fait le 4L Trophy, pour vous, si vous avez été tenté par une opération van life avec un combi Volkswagen bien rétro et que vous avez essayé de pousser cette carcasse à plus de 80 km/h, vous voyez un petit peu les vibrations de la carrosserie, le fait qu'on ne s'entend plus. Donc ça, vous voyez un petit peu là où je veux en venir. On va avoir des bruits parasites sur nos contenus audio. Donc c'est aussi une problématique à prendre en compte. Et enfin, du coup, la dernière chose sur laquelle on peut jouer, c'est évidemment sur la place du micro pour essayer d'avoir le contenu initial audio le plus propre possible. Donc plusieurs tests ont été effectués de placer le micro sur le plafond, entre les sièges des pilotes, copilotes, sur le tableau de bord, etc., pour avoir la meilleure captation possible. Donc en pratique, on a implémenté un algorithme de transcription qui puisse travailler offline, c'est-à-dire en local dans la 4L, parce qu'aujourd'hui, vous allez me dire, bah oui, on a ChatGPT, on a Alexa, pas dans le désert. Donc, obligé du coup de travailler sans réseau, et de coupler cet algorithme également à un algorithme de réduction de bruit. Du coup, pour contrôler cette transcription vocale, le pilote et le copilote avaient à dispo sur le tableau de bord une tablette. Et sur cette tablette, du coup, 2 éléments dédiés à la transcription vocale. Le premier, en termes d'UX, c'est extrêmement simple. C'est un bouton pour démarrer et arrêter un enregistrement. Et de l'autre, un petit encart qui permet de visualiser en temps réel la retranscription du texte. Donc, ce qui est vraiment sympa avec cette expérience, c'est que, et vous allez le voir plus tard dans nos premiers pas dans le traitement de la donnée, c'est qu'on arrive à capter toute l'émotion, le côté instantané de la réaction des pilotes et copilotes, et ça va donner la dimension humaine, même au travers du traitement de la data, plus tard dans la restitution. Voilà, donc nous, un petit peu en petit rétexte du RAID, cette fonctionnalité-là, ça nous a été vachement utile parce que quand on fait le RAID, il nous donne plein d'informations en plus d'instructions qu'on a pour naviguer. Et donc c'est des choses, il faut noter. La 4L rapidement, c'est un peu le bazar aussi, donc il faut être assez organisé. Et au final, nous, on s'est servi de ça un peu comme carnet de bord. C'est-à-dire qu'on a enregistré toutes les informations importantes, les informations sur les checkpoints assez compliqués à passer. Et puis aussi, nous, tout le long du RAID, on a eu plein d'idées. Et donc on s'est servi de ça pour noter toutes nos idées, nous dire ah ouais, il faut qu'on pense à ça quand on revient, on va pouvoir faire ça, etc. Donc vraiment, ça nous a vraiment servi comme carnet de bord et c'était pas mal utile. Une autre fonctionnalité qu'on a fait sur la 4L, on a voulu voir comment est-ce qu'elle marchait, parce que typiquement, une des pannes les plus courantes sur la 4L, c'est la surchauffe moteur. Sauf que dans une 4L, le moyen de voir si le moteur chauffe, c'est qu'on a un voyant rouge qui s'allume quand c'est trop tard, ce qui est un petit peu dommage. Surtout si c'est au mauvais endroit, au mauvais moment, on va éviter. Et donc on s'est dit que ce serait bien de rajouter des capteurs de vibration et de température pour monitorer un petit peu l'état de la 4L et voir à quel point on la martyrise ou pas. Donc pour ça, en fait, on a développé un petit boîtier qui se place dans la boîte à gants passager ou conducteur de la 4L, donc c'est proche du moteur, qui est relié à nos sondes de température et nos capteurs de vibration qui sont placés sur le moteur et sur le châssis. Donc on a de la température moteur et de la température extérieure aussi. Et donc l'idée, c'est que ce boîtier, il va aller récupérer toutes les remontées capteurs. Et ensuite, on va restituer sur notre fameuse tablette différents graphes qui vont nous donner une indication sur l'état de santé de la 4L. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir d'une part la température extérieure et la température moteur pour observer en fonction de combien il fait dehors et aussi en fonction de comment la 4L fonctionne, si c'est une chauffe qui est normale ou si c'est une chauffe qui est anormale. Typiquement, la 4L, elle chauffe beaucoup dans les bouchons ou dans les côtes, donc faut monitorer un petit peu ça. Et à côté, on a aussi donc la partie vibration qui nous permet de regarder un petit peu les vibrations tout au long du périple pour essayer de déterminer si c'est des vibrations qui sont normales et qui sont dues au relief ou si c'est des vibrations qui sont dues parce qu'il y a quelque chose qui s'est desserré, quelque chose qui s'est détaché. Si on le voit avant que ça casse, c'est mieux. Et donc voilà, ce genre de vibrations qu'on a essayé de monitorer là-dessus. Ça nous permet aussi de voir quand on prend des gros nids de poules ou des gros trous. On se dit, attention, il y en a 1, 2, 3, peut-être à un moment, il va falloir vérifier qu'il n'y a pas de choses qui sont cassées. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on a monitoré là-dessus. Retour d'expérience du RAID, la température, c'est hyper utile de vérifier ce truc-là, parce que typiquement, il n'y a pas de capteur de température sur la 4L du tout, on n'a pas de mano ou de choses comme ça. Et typiquement, dans les bouchons, dans les montagnes, dans les trucs comme ça, la 4L, vraiment, ça chauffe bien.
Et la 4L, en fait, elle a 2 ventilateurs. C'est-à-dire qu'on a un ventilateur classique qui se déclenche au ColorStar, et on a un ventilateur qu'il faut déclencher manuellement avec un interrupteur. Donc nous, ça nous a été vraiment utile parce que quand on voit que la 4L commence à chauffer tout doucement parce qu'on est à l'arrêt dans les bouchons et que c'est l'enfer, eh ben, on va déclencher le ventilateur manuellement et la 4L va baisser en température. Ça, c'est un super avantage parce que du coup, à la fin du raid, contrairement à certains autres participants, nous, on a eu 0 surchauffe moteur et on est revenu avec un radiateur entier, donc c'était plutôt pas mal. Donc la troisième fonctionnalité, c'est la navigation inertielle sans GPS. Alors on n'arrête pas de vous le répéter, à force, je pense qu'on va vous saouler, mais le désert, c'est un environnement hostile, frugal, sur lequel de toute façon, on n'a pas beaucoup de réseau. Mais si vous ajoutez dans les entrants du 4L Trophy que le GPS est carrément interdit, alors là, pas de reski possible. Tout ce que vous avez dans les entrants du 4L Trophy, c'est un roadbook. Le roadbook, c'est une compilation d'instructions de navigation au format papier, avec des instructions du type après la 7e dune sur votre gauche, quand vous apercevez le 3e dromadaire, prendre cap nord-nord-ouest pendant 1,8 km. La petite pointe d'humour mise à part, elle n'était pas nécessaire. C'est un peu le genre d'instruction avec lequel vous allez devoir travailler. Donc, on a monté un petit système tétraédrique. Pour ceux qui sont fâchés avec la géométrie, c'est une pyramide à base triangulaire qui contient en son centre un magnétomètre. Le magnétomètre joue le rôle de boussole, sauf que tout seul, dans une 4L, il n'est pas considéré comme suffisamment fiable pour assurer une bonne navigation. Alors, au sommet du tétraèdre, on va venir ajouter des centrales inertielles. Les centrales inertielles, c'est des petits dispositifs qui permettent de capter le mouvement d'un mobile, avec par exemple l'accélération, la vitesse angulaire. Mais là encore, on n'a pas un système opérationnel complet. Donc, sur une roue arrière des véhicules, on va venir placer un odomètre qui va jouer un peu le rôle de compteur kilométrique et qui va nous ajouter cette composante vitesse. Donc à la fin, grâce aux données du magnétomètre, de l'odomètre et des centrales inertielles, un algorithme de navigation multisenseur est capable de réconcilier ces données et du coup de produire une position relative de la 4L sur la carte. Pour cette navigation effective, du coup, sur la tablette, on dispose d'une boussole numérique et du coup, au passage des différents checkpoints qu'on valide, on est donc capable de définir quelle distance réelle a parcouru le véhicule entre 2 points. Petit truc, encore une fois, petit rétexte du raid, la boussole, ça a été vachement utile parce que ils nous demandent dans le matériel obligatoire d'avoir, c'est une boussole parce que pour poursuivre le roadbook, c'est important. Prenez une boussole, mettez-la dans la voiture. Elle n'indique pas forcément le nord comme il faut sortir, il faut regarder, etc. Parfois ça marche dans la voiture, ça dépend, parce que c'est toutes les interférences électromagnétiques. Donc là, au moins, on a 2 types de boussoles, et puis le magnétomètre, il était un petit peu plus précis que nous, en train de regarder la boussole comme ça. Alors attends, il faut que je bouge. Donc bref, c'était quand même vachement pratique. Voilà. Dernière fonctionnalité qu'on a implémentée, c'est la stéréoscopie par deep learning. Donc la stéréoscopie, c'est quoi ? Eh ben, c'est comme nos 2 yeux. Le principe, c'est qu'on en a 2 pour réussir à voir le relief. Donc nous, on a essayé de faire la même chose, parce que la stéréoscopie, c'est une technique mathématique qui est assez traditionnelle, et nous, on a voulu la modéliser par traitement d'image par IA et avec des caméras, de manière à ce que ça puisse nous permettre de numériser le terrain, de voir ce qui se passe devant nous quand on n'a pas trop de visibilité, de détecter les trous, les bosses et les fameux chameaux qui traversent. Donc pour ça, on a conçu un petit boîtier. Ce petit boîtier, en fait, il va venir réceptionner, on va dire, nos 2 caméras. Donc on a mis 2 caméras, il faut qu'elles soient le plus alignées possible. Et derrière, en fait, donc, il va faire ses prises d'image, image gauche, image droite, et il va les envoyer à un algo de stéréoscopie par deep learning. Donc c'est un réseau de neurones qui va prendre ces images en entrée et qui, derrière, va nous ressortir une carte de profondeur. À partir de ces images-là. Donc cette carte de profondeur, on va aller la prendre et on va aller la mettre en superposition du rendu caméra qu'on va projeter sur notre tablette avec une sorte de code couleur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir que si c'est de telle couleur, c'est que c'est proche, et si c'est de telle couleur, c'est que c'est un peu plus loin. Petit rétexte pendant le raid par rapport à ça. Pendant le premier raid qu'on a fait dans l'Aveyron, ça marchait pas du tout. Donc nous, on a regardé, pourquoi, c'est compliqué, franchement, on a investigué. Et en fait, on s'est rendu compte que nos caméras, on avait un défaut d'alignement. Donc littéralement, nos caméras, elles louchaient un petit peu. Sauf que ce problème d'alignement, en fait, ça induit directement notre modèle en erreur.
Ce qu'on a eu aussi pendant ce raid-là, on a eu des problèmes de condensation et de gouttes d'eau, donc c'était flou, et du coup, en fait, l'ensemble de ces choses-là, c'est des problèmes un petit peu d'ingénierie matérielle qui, au final, ont un impact sur notre logiciel parce que ça induit vraiment notre modèle en erreur. Donc on a retravaillé dessus, on a réajusté les caméras, on a étanchéifié un petit peu plus nos boîtiers, du coup, et du coup, pour le 4L Trophy, ça a marché quand même beaucoup mieux. Autre retour d'expérience qu'on a eu aussi, toujours pendant le premier raid, on a quelqu'un de l'organisation qui est venu nous voir, qui regarde un petit peu nos fonctionnalités, la stéréo et tout, et qui nous dit franchement, je pense, vous vous rendez pas compte, mais ce genre de système, pour moi, ça pourrait révolutionner ma vie. Nous, on le regarde, et puis il nous dit ouais, parce qu'en fait, moi, je suis borgne, et du coup, je vois que d'un œil, et donc moi, le relief, j'ai vraiment beaucoup de mal à l'estimer. Et donc ça, c'est typiquement le genre d'application que l'on n'avait pas forcément pensé, et qu'on découvre justement en étant parti sur le terrain. Vous allez sûrement vous poser la question de pourquoi est-ce qu'on a pris des caméras et pas des lidars. Déjà parce que le lidar, ça coûte un peu cher, et puis c'est un peu fragile. Et vu que la 4L, elle s'est mangée, on a bien fait de prendre des caméras. Autre chose, c'est aussi par rapport au rendu. Donc si on regarde sur l'image de gauche, on a testé un petit peu, on a comparé approche lidar et approche caméra. En fait, nous, d'un point de vue utilisateur, on s'est rendu compte que c'est plus simple d'avoir une carte de profondeur qui nous restitue un peu mieux les contours, les reliefs, etc. par rapport au lidar où on va avoir un peu plus de zones d'ombre, de noir, etc. Donc on a vraiment essayé de travailler pour que quand on est pilote, on essaye d'avoir une expérience utilisateur qui est la plus optimisée possible pour pouvoir détecter ce genre de choses. Et là, normalement, vous devez avoir une petite question qui vous taraude, c'est qu'on n'arrête pas de vous parler de systèmes électriques et électroniques, et on n'a toujours pas parlé de sources d'alimentation. Alors vraiment, le 4L Trophy, en tant qu'ingénieur, en tant que citoyen, c'est le moment d'implémenter une pensée d'éco-design, et finalement de penser non seulement à l'alimentation énergétique, mais aussi les matériaux choisis, les softwares, etc., d'un point de vue économique, écologique. Il faut savoir qu'en plus, on va être dans le désert, on va être dans un environnement difficile, et donc il est hyper important de faire plus avec moins, d'aller plus loin, d'encaisser plus de chocs, d'aller plus vite, en pesant moins lourd, en ayant une plus faible empreinte, etc. Et donc, du coup, pour alimenter nos systèmes, nous avons placé sur le toit des véhicules, à droite, des panneaux solaires. Ces panneaux solaires, du coup, étaient reliés à une batterie qui était dans le coffre. Et ces batteries étaient elles-mêmes reliées à des cartes d'alimentation. Ces cartes d'alimentation permettent, entre autres, de distribuer des tensions variables, 3, 5, 12 volts, en fonction des besoins. Et du coup, ce sont ces cartes qui sont ensuite reliées à tous les équipements électroniques dans la 4L. Dans un souci d'ergonomie, l'ensemble des systèmes électroniques étaient regroupés dans une cantine militaire, c'est-à-dire une grosse caisse en métal, qui était placée du coup dans le coffre des véhicules. L'ensemble du système a été vraiment pensé en mode plug and play. Comme disait Ilona, le but c'est d'arriver à mettre du très neuf sur du très vieux et d'être entre guillemets très mobile, très manœuvrier. Donc du coup, on avait la possibilité, du coup, dans ces 4L, avec ces cantines militaires, de rapidement débrancher, démonter, centraliser le matériel, y compris le matériel externe démontable. Et du coup, s'il y avait une menace, une pause, n'importe quel événement, de pouvoir mettre en sécurité très rapidement pilote, copilote et matériel. Qu'ai-je d'autre à dire là-dessus? Les panneaux solaires qui faisaient environ 100 watts, du coup, ont-ils rempli leur mission? Totalement, puisque du coup, sur les batteries, on a un petit témoin du coup, de chargement, et même après une journée entière de raid, ces témoins étaient à 100%. Très, très élevé. Et donc, en fait, même s'il y a la poussière du désert, le sable, etc., ces panneaux solaires ont été complètement opérationnels. Et oui, c'est encore à moi. Alors, d'après tout ce qu'on vous dit, l'enthousiasme d'Ilona, tout ça, vous voyez très bien qu'il y a deux équipes qui se dessinent. On a d'un côté les aventureux ingénieurs en dev embarqués qui se lancent ce défi, designent la solution, l'implémentent, vont faire les aventures dans le désert. Et de l'autre, la glorieuse équipe des réservistes, les data engineers qui attendent patiemment le retour des héros pour travailler la donnée qu'ils ont pu collecter.
Et je pense que vous l'avez compris avec la présentation que je fais partie de cette deuxième équipe. Du coup, on a utilisé tout un volume de données déjà qui a été généré. Ilona en a parlé. On avait du contenu audio, on avait du contenu vidéo, on avait des relevés de température, de vibration, etc. Et ça représente un volume de data absolument considérable, même si on n'a que 10 jours de RAID. Il faut vous rendre compte que rien que les données de vibration, c'est déjà 12 gigas. Et donc, pour commencer une approche exploratoire, on s'est orienté sur un outil de data vise bien connu du marché, Power BI, qui a l'avantage d'être gratuit en client lourd. Et donc, du coup, on est passé par une première étape d'ingestion des datas, de nettoyage, de mise aux normes. Il faut imaginer que l'ensemble des données terrain ont été récoltées en temps Unix, qui apporte beaucoup de précision, mais qui, du coup, n'est pas forcément exploitable pour de la data vise. On a fait beaucoup de conversions et du coup, on s'est aussi rendu compte que le volume de données allait être et est toujours un axe d'amélioration pour nos reporting. Alors aujourd'hui, le rapport, c'est clairement une phase exploratoire. Il est composé de 4 onglets qui aujourd'hui, du coup, donnent un aperçu un peu générique des températures, une sorte de carte vitale. On a ensuite une étude de l'évolution temporelle des températures, la même chose pour les vibrations, et enfin, du coup, une analyse rapide macro de la volumétrie générée. Vous constaterez aujourd'hui aussi que l'ensemble des données n'ont même pas encore été intégrées. Donc le premier onglet, tout se dispose toujours de la même façon. On a au niveau UX un premier bandeau de filtres, et ensuite une partie graphique qui occupe 75% de l'écran. Le premier onglet, du coup, a été pensé vraiment en mode versus, donc Cobra, Puma, ce sont les noms de code de nos véhicules. Et du coup, on se retrouve avec, premièrement, des indicateurs grosse maille, assez simples, min, max, médiane, moyenne pour les températures extérieures mesurées, une prise également du max de température moteur, et le nombre d'heures de fonctionnement pour nuancer un petit peu nos propos. La première chose qu'on remarque déjà, c'est qu'au niveau température médiane et moyenne de Puma et Cobra, on a une différence d'environ 10 points. Ce n'est pas nécessairement une déviation du matériel, c'est à mettre au regard du nombre d'heures de fonctionnement et également des périodes de la journée où la température a effectivement été captée. Pour peu que Cobra ait été utilisé pour la captation principalement le matin, entre 8h et midi par exemple, on va avoir tendance à diminuer du coup les températures moyennes et médianes mesurées. On se rend compte aussi, par exemple sur la date du 21, qu'on a des températures moteurs qui sont totalement maîtrisées par nos équipes, donc ça va. Et voilà. Donc, pour information, ces températures extérieures mesurées sont totalement cohérentes avec des relevés météorologiques du Maroc pour un mois de février. Le désert n'est pas toujours à 40 degrés. Hein. Le matin, on est, comme disait Ilona, on a des températures montagneuses. Et donc, du coup, on peut partir très très bas, de l'ordre de 0 degré. Avec l'évolution du coup temporelle, on a moyen du coup de filtrer en fonction des véhicules, du type de température mesurée et également des jours. Du coup, sur cette analyse, on est capable du coup de mettre le relevé de température au regard des fameux transcrits vocaux pour essayer de superposer avec un axe X commun qui est le temps, les réactions du coup des pilotes en temps réel. Déjà, vous le voyez avec le relevé de température moteur, du coup, les dires d'Ilona étaient réels. On n'a jamais atteint les 100 degrés. Donc, vous voyez, du coup, on est capable de regarder leurs instructions de navigation pour le copilote, du coup, à mettre au regard du coup du moment de la journée. Donc, c'est plutôt sympa. Je crois que là, on va voir le passage d'un checkpoint, pas loin, aux alentours de 11h30. Ouais. La performance, comme je vous dis, est clairement un axe d'amélioration. Voilà. Et du coup, on dispose pour les utilisateurs finaux d'un petit point d'interrogation pour avoir les instructions pour comprendre cette page. Le relevé des vibrations est relativement proche du coup de la construction de l'onglet précédent, sauf que cette fois-ci, on va avoir de la multicourbe avec du coup la prise des vibrations en G sur les axes X, Y et Z, et également du coup une mesure qui s'appelle total vibration, qui est en fait la norme du vecteur, donc racine carrée de x carré plus y carré plus z carré.
Du coup, on est capable aussi de raffiner le graphique pour faire apparaître tout ou partie des courbes. Et de la même façon que pour les températures, on est capable de mettre au regard les réactions du pilote. Donc si jamais il y avait un trou, eh ben, a priori, on va avoir un pool de vibrations associé. Donc on se rend compte au cours du temps qu'on est capable d'identifier du coup des pools de vibrations qui correspondent au passage des difficultés, les wedges, les dunes, des routes rocailleuses, etc. Du coup, on en est encore au début de la donnée. L'axe X mériterait de contenir encore plus de points. Simplement, aujourd'hui, on le fait au détriment de la performance du rapport, donc c'est clairement un axe d'amélioration. Enfin, sur la captation des données, pareil, on se retrouve avec la même organisation. On se rend compte du coup que Cobra a capté beaucoup plus de données, notamment au niveau vibration, que Puma, et que les vibrations en termes de nombre moyen de lignes captées par heure est énorme, puisqu'on génère environ 300 000 relevés par heure de fonctionnement pour cette voiture. Donc c'est colossal. Donc aujourd'hui, on en est encore à exploiter en fait ce volume de données. Et donc du coup, une des approches pour aussi enrichir cette restitution, c'est ce que l'on appelle l'approche topologique. Et là, je redonne la main à Ilona. Ça marche. Donc l'approche topologique, c'est une autre approche innovante pour traiter des données complexes. Ce qu'on appelle la TDA, donc c'est Topological Data Analysis. Et concrètement, qu'est-ce que c'est la TDA? Eh ben, dans les grandes lignes, la TDA, ça s'intéresse à tout ce qui est forme et structure des données. Donc c'est un petit peu à la rencontre entre la branche mathématique, topologie algébrique, avec le monde du big data. Donc ça permet en fait d'identifier des motifs complexes et des anomalies qu'on détecterait pas forcément avec des méthodes assez classiques toutes seules. Côté avantage, je vous le fais rapidement, ça va être on améliore tout ce qui est feature extraction au niveau des données. On rend les données un petit peu plus intelligibles pour les humains et ça permet de cartographier assez visuellement l'état présent et de le représenter plutôt bien. Donc dans notre contexte, comment est-ce qu'on s'en sert? Je vous fais un petit cas d'usage. Houston, on a perdu la caméra de la 4L. Qu'est-ce qui nous reste et est-ce qu'on peut faire des choses avec? Oui. Donc nous, on a utilisé la TDA pour se focaliser principalement sur tout ce qui est mesure de vibration et d'environnement. Donc on va dire tout, sauf les images et les vidéos. Et donc derrière, le challenge qu'on a voulu mettre en place, et les objectifs, c'était d'être en capacité de déterminer les différents types de profils de route et de route ou de passage, on va dire, parce que ce n'était pas tout le temps la route, et également d'évaluer le stress mécanique de la voiture par cette approche. Donc encore une fois, savoir est-ce qu'on a beaucoup maltraité la 4L ou pas. Sachant que quand on regarde la volumétrie des données, quand on enlève les images et les vidéos, avec donc, les données vibratoires, ça représente 50 fois moins que les données images et vidéos, donc faut faire des grandes choses avec pas beaucoup. Donc concrètement, à quoi on s'attend? Parce que ça, c'est des travaux qui sont en cours. On a attendu pour janvier 2025 à peu près. L'idée, c'est on va essayer de représenter ça sous forme d'une stress map, où on va retrouver visuellement toute la classification des différents types de terrains, donc routes de montagne, cailloux, villes, les chemins tranquilles côté piste, ou le gros hors-piste, tout ce qui est autoroute, etc. Donc ces différents types de profils de route, et également associé à ces choses-là, un indicateur, une évaluation du stress mécanique de la 4L, donc avec un petit code couleur en disant sur l'autoroute ça va, dans les dunes un peu moins, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on voudrait voir si on arrive à traiter les données avec cette approche topologique. On va se servir des vidéos et des images, on va dire, juste pour valider notre approche, c'est-à-dire que quand on va estimer qu'il y a certains types de routes, etc., on pourra, grâce à certaines de nos vidéos, se dire, bah ouais, là, je te confirme qu'à cette heure-là, à cette date-là, c'était le sable, quoi. Et également, on espère aussi pouvoir réussir à détecter et à analyser, on va dire, des features un peu plus fines, c'est-à-dire détecter les trous, les nids de poules, les bouches d'égout, ce genre de choses. Et également savoir différencier si, selon le type de route, c'est une route française, c'est une route espagnole ou une route marocaine. Parce que petit retour, quand on conduit, on voit la différence entre les routes françaises, espagnoles et marocaines. C'est pas tout à fait la même qualité. Donc voilà, côté approche et analyse des données. Pour conclure, vous allez vous demander, est-ce qu'on a gagné? Non, parce que en fait, on n'a pas joué le classement. L'objectif principal, c'était d'abord de collecter un maximum de données et des données de qualité. Et puis, parce que par moment, on a un peu joué la sécurité aussi. Pas tout le temps, quand même.
Et autre question, est-ce que c'est pas un peu triché d'avoir des 4L high-tech comme ça pour le 4L Trophy? Et bien encore une fois, non, pas du tout, c'est même encouragé. C'est-à-dire que le 4L Trophy a lancé une initiative qui s'appelle le 4L Lab. Donc grosso modo, là c'était la 3e édition cette année, c'est une sorte de laboratoire qui va mettre à l'honneur les véhicules innovants et éco-citoyens. Donc nous, on était les premières 4L avec de l'IA, mais il y a aussi des 4L qui ont des panneaux solaires, des 4L qui tournent à l'éthanol, ce genre de choses. Et vraiment, l'idée, c'est d'encourager les jeunes à pousser ce genre d'initiative, présenter des 4L un petit peu du futur et de venir tester nos innovations sur le terrain. Donc nous, on va dire que ce projet, c'était vraiment, ça nous a permis de développer et de déployer un démonstrateur et un système entier qui est complètement frugal en énergie, qui est indépendant, qui est autonome, et qui peut s'intégrer en fait sur n'importe quel véhicule qui n'a pas d'électronique au préalable. Donc, le message qu'on essaye de faire passer derrière, c'est que en fait, il faut voir la frugalité non pas comme une contrainte inconfortable, on va dire, mais plutôt comme une opportunité d'innovation, surtout face aux enjeux climatiques auxquels on fait face aujourd'hui. Ce qu'on retient aussi, nous, et je pense notamment à mes 3 autres pilotes de course, c'est un petit peu ce voyage extraordinaire qu'on a vécu, qui est le fruit d'1 an et demi de R&D chez Thales. Derrière, c'est une équipe d'un peu plus d'une dizaine de personnes, avec des profils hyper variés. On a du data ingé, de l'ingénieur data, de l'ingénieur IA embarqué, des profils plutôt scientifiques, de l'UX designer, de l'ingénieur navigation. C'est une équipe où c'est principalement des jeunes embauchés, des anciens alternants, des anciens stagiaires aussi, et on est dispatché à Bordeaux, Sofia et Toulouse. Et puis au final, en fait, c'est un projet quand même qui vient de nous, c'est un projet qu'on a imaginé et qu'on a su présenter à nos directions techniques et de l'innovation, qu'on a réussi à convaincre qu'on peut allier IA embarquée, innovation, humanitaire et Renault 4L. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés pour ce Retex 4L Trophy. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en poser. On a encore un petit peu de taf sur les données, donc j'ai envie de vous dire rendez-vous en 2025 pour la suite de l'aventure. Et puis, on va vous laisser avec quelques petites vidéos du RAID. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.